Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Alerte générale, Macron met-il en place le passe carbone baptisé carte carbone? Avant de développer cette information et de nombreuses actualités, oui, l'information est très riche ce mercredi 2 août. Je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal, qui me permettent de travailler sur la réinformation à l'aide de ces merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Rianne, Pierre Bourdin, Muriel Chic, Corinne Liabeuf, Corsaire, ma chère Yvette Poré, Françoise Rius, Marielle, Claire Dumay, Agnachine, Jikenzo, GDX et VTT Pollux. Merci à eux du fond du cœur. Tous ensemble, on arrivera à bousculer la presse aux ordres. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. C'est vous qui faites monter cette chaîne, 49 000. Merci à tous, merci pour tous les petits pouces levés, merci à tous les gentils messages et à la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Les gens bafouillent, merci à tous. Eh bien, vous l'attendez tous, cette carte météo, et les jours se suivent et se ressemblent. Il fait frais au nord et le quart sud-est est épargné. Il y a encore du soleil, c'est l'été. Mais le moins que l'on puisse dire, et vous me l'écrivez, vous êtes nombreux, vous n'avez pas souvenir d'un été aussi pourri. Eh bien, pour les journalistes de BFM, vous avez tort, il n'y a pas eu de jour de fraîcheur. Voilà ce qu'ils sont capables d'écrire. Paris, malgré la pluie et des températures entre 19 et 22 degrés, aucun jour de fraîcheur n'a été enregistré dans la capitale en juillet. Après, c'est une question de définition. Qu'est-ce que la fraîcheur au mois de juillet ? Voilà, on se rappelle d'ailleurs le ridicule de ce présentateur météo qui nous avait dit que le ressenti dans la capitale était celui d'un état équatorial. Grotesque. Mais voilà, ils insistent et viennent vous expliquer que ce que vous ressentez, eh bien, vous ne le ressentez pas. Patrick Marlière, les températures du mois de juillet seront au-dessus des normales. Ah, alors, on aimerait juste comprendre. Les trois quarts du pays ont des températures très en dessous des normales de saison. Il n'y a qu'un quart sud-est qui connaît un été à peu près convenable dans les normales de saison. Et un météorologue nous affirme que les températures du mois de juillet seront au-dessus des normales. Ça, j'avoue que j'aimerais comprendre. Certains d'ailleurs ont commencé à faire des petites additions et se sont aperçus qu'en effet, au mois de juillet, nous étions en dessous des normales de saison. Et il y a même certains présentateurs météo qui nous expliquent qu'en France, l'été sera le plus chaud jamais enregistré. Alors, il faut quand même leur rappeler que l'été se termine le 20 septembre et qu'ils arrêtent les prédictions parce que pour le moment, elles se sont toutes révélées fausses. À moins qu'il y ait un plan, une théorie du complot derrière. On va revenir un petit peu en arrière. Nous sommes l'été août 2022 et le Parisien titré « Jet privé, transport, alimentation et si on mettait en place une carte carbone ?» À l'époque, je vous avais expliqué la campagne de communication pour arriver aux fins du Davos 2030. Déjà, on prépare l'opinion avec des prédictions catastrophiques, on fait monter la température sans faire de mauvais jeu de mots, on présente même la Terre en ébullition pour créer, dans une certaine mesure, un sentiment de panique. Et puis, vous avez en relais des écologistes qui sont les ambassadeurs de la COP27 ou de Davos 2030 qui viennent présenter des solutions. C'est ce qu'on appelle des ballons d'essai. On voit si c'est plus ou moins accepté. C'est ce qu'a fait d'ailleurs cet article du Parisien. C'est un ballon d'essai. Comme cela ne fonctionne pas, eh bien on remet une couche, on refait des prédictions apocalyptiques et on fait revenir des écologistes à la rescousse qui nous présentent des solutions. Et lorsque la population est largement entamée par ce que j'appellerais du nudge dark, on essaie de tordre le bras des Français, on commence à faire apparaître des sondages qui vont dans le sens des mesures punitives, oui, de cette écologie punitive. 41% des Français se disent prêts à ne prendre l'avion que 4 fois dans leur vie. J'imagine que derrière votre écran, vous remarquez que c'était la même méthode qui a été utilisée pour vous faire vacciner. On vous tord le bras, on vous fait peur, on vous manipule et on crée par la suite des outils qui feront de vous de véritables esclaves.
Je voudrais revenir sur ces 4 fois dans leur vie. C'est pas la première fois que j'en parle, hein. Vous vous en souvenez peut-être au mois de janvier. C'était une interview sur France Sphincter. Pierre Jancovici nous avait expliqué que c'était la solution. Solution évidemment qu'il avait puisée dans la COP27 et dans le programme de Davos 2030. Les journalistes sont les relais bien évidemment du World Economic Forum. Et voilà que l'État s'y met. Nous avons trouvé en effet au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté cet article qui annonce la mise en place dans une certaine mesure de ce passe carbone, baptisé donc carte carbone. La carte carbone peut-elle être simple, efficace et juste ? Ah, le joli titre, fondé sur une gradation et une énumération. Une énumération, c'est 3 termes l'un après l'autre, hein. Ça crée un effet d'entraînement simple, efficace et juste. Ah, ce passe carbone, il est magique. Il est aussi magique que le pchout qu'on vous a vendu en 2021. Efficace et juste. Alors là, c'est vraiment étonnant. C'est surtout le mot juste qui m'amuse énormément. Vous vous souvenez de ma vidéo d'hier? Pustula qui signe encore un traité de libre-échange avec les Philippines, après avoir signé des traités de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud, et il vous explique que c'est juste, c'est-à-dire que d'un côté, ils augmentent l'empreinte carbone de tous les produits dans le monde, et de l'autre, qui va payer la note, eh bien c'est vous. Et ils appellent cela la justice, de beaux escrocs. Et puis, lorsqu'on parle de carte carbone, il y a certainement de l'argent à se faire derrière. Et vous comprendrez dans un instant pourquoi. Mais auparavant, on va regarder qui a eu cette idée géniale de la carte carbone. C'est la suite de l'article du gouvernement. La carte carbone a été imaginée dans ses grandes lignes par des chercheurs anglais des années 90, Sousba, 2014, dans les années 2000. Elle est sérieusement considérée par le gouvernement du Royaume-Uni avant d'être finalement abandonnée jusqu'à nouvel ordre, donc Sousba 2017. En France, elle a été étudiée par qui? Sandrine Rousseau, 2009-2010. Quelle est, à votre avis, la chance que cet uluberlu sans talent puisse être élu député et siéger donc à l'Assemblée nationale? Non, il n'y avait strictement aucune chance, à moins qu'il y ait des réseaux très puissants qui lui permettent justement d'accéder à la députation et ainsi à tous les médias. Et Sandrine Rousseau, depuis, fait son travail de lobbyiste. Vous trouvez aussi d'autres personnes assez inquiétantes dans ces défenseurs de la carte carbone, et notamment ce Pierre Calam, hein, de la Fondation Charles-Léopold Meyer, très proche de George Soros. Quant à Momentum, c'est une fondation, une ONG d'écologistes où vous trouvez Yves Cochet. Cela veut tout dire. Alors, ces gens, évidemment, veulent mettre en place ce qu'on appelle l'écologie punitive. Le principe de la carte carbone est de réguler les émissions de CO2 ou de GES en donnant à chacun des quotas individuels d'émissions. Ainsi, lorsque j'achète de l'essence à une station-service, je dois d'une part payer en euros et d'autre part me dessaisir d'une partie de mes quotas individuels au titre des émissions de GES de la combustion de l'essence que je suis en train d'acheter. Même chose pour les achats de gaz ou d'électricité. Sans quota, je ne peux pas acheter. Voilà, hein. Vous allez être privé si vous n'avez plus de quotas, c'est terminé. Le périmètre des émissions concernées peut être plus ou moins grand et se limiter aux achats directs d'énergie qui rejettent du CO2 ou inclure également le CO2 incorporé dans les biens, c'est-à-dire émis pendant le processus de production. Alors, d'un côté, ils ouvrent des marchés à l'étranger, du libre-échange, et de l'autre côté, ils vous font payer la note. La carte carbone fonctionne donc comme une sorte de rationnement des émissions incorporées dans les biens consommés. Quand les européistes essaient de nous vendre leur camelote, leur usine à gaz de Bruxelles, ils nous expliquent que l'Europe c'est l'abondance, l'Europe c'est la prospérité. C'est exactement l'inverse. C'est le système qu'a trouvé Klaus Schwab et consorts pour faire payer les plus humbles, pour faire payer les pauvres, les fautes des plus riches. Car ils veulent ni plus ni moins nous remettre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les tickets de rationnement. Et ils l'affirment dans l'article du ministère de l'économie. La carte carbone est un système de tickets de rationnement. Alors, on est obligé de s'arrêter.
des tickets de rationnement. Autrement dit, ils vont recréer parallèlement le marché noir, bien évidemment, puisque ces tickets, comme ils l'écrivent, peuvent changer demain de manière légale et organisée. La manière légale, elle va vite être détournée. Alors pour eux, il faut absolument défendre le caractère échangeable des tickets de rationnement. D'une part, il permet que le rationnement ne soit pas perçu comme une contrainte absolue. Pour ceux dont la consommation dépasserait les points carbone alloués, la perspective d'en acheter à ceux qui en auront trop fournit une échappatoire et une limitation stricte. Bon, alors on va traduire ce charabia. Ceux qui seront très riches, qui auront des jets privés par exemple, pourront acheter à ceux qui sont très pauvres leur point carbone. Voilà, c'est le système le plus inégalitaire qui soit. Voilà, vous êtes prévenus, Emmanuel Macron semble donc appliquer l'agenda de Davos 2030 ou les recommandations de la COP27. Vous avez l'électricité qui augmente de 10%. Eh bien, les ministres se félicitent, les ministres d'Emmanuel Macron, parce que les Français vont consommer moins d'électricité. Ils sont heureux de vous faire souffrir et de vous faire payer la note. Alors, quels sont les atouts que possède Emmanuel Macron pour mettre en place cette carte carbone? Eh bien, vous avez vu les partis écologistes, les nébuleuses des ONG qui sont généralement très proches de Soros, comme la Fondation Charles-Léopold Meyer. Et puis vous avez les syndicats, et puis vous avez les journalistes. Mais voilà, Emmanuel Macron va devoir convaincre la population française. Et là, les choses deviennent compliquées. Ils ont déjà tiré une cartouche et ils sont tout contents parce qu'ils ont réussi leur coup avec la pandémie. Mais de nombreux Français, maintenant, connaissent leurs astuces. Et la presse de réinformation est là en soutien. Déjà en Allemagne, plus de 60% des Allemands en ont assez de cette mascarade du réchauffement climatique. En France, on doit être à peu près dans les mêmes eaux. Alors ils auront peut-être une tentation, celle que nous avons entendue chez Thierry Breton, c'est de faire passer ces lois en force, en utilisant la censure. Et ils pourront certainement s'appuyer sur la gauche. Regardez ce que nous avons. Une étude tacle la gauche urbaine bien pensante. J'ai pu constater, en effet, qu'à chaque fois que j'apportais des preuves, j'apportais des informations, je n'avais pas une contre-argumentation. Non, j'avais des insultes. La gauche pense qu'elle incarne le bien, qu'elle incarne le réchauffement climatique, qu'elle incarne la pandémie. Elle ne veut pas discuter. Ça a d'ailleurs fait réagir Charlotte Dornelas. On l'écoute. Dans le débat public, comme la gauche morale, on va dire, a été hégémonique dans les milieux médiatiques, même politiques d'ailleurs, mais essentiellement médiatiques, puisque le politique suit le médiatique en général, eh bien, quand vous êtes de droite, vous êtes habitué à vivre en eau trouble. Donc vous êtes habitué à être entouré de gens. Il est plus facile de revendiquer d'autres idées que les vôtres. Donc vous vous adaptez, vous réfléchissez, vous travaillez, vous argumentez et vous frottez votre intelligence en permanence. Il y a une partie de la gauche, notamment urbaine, qui a tellement l'habitude d'être hégémonique qu'elle panique dès qu'il y a une personne qui n'est pas d'accord avec elle. Quoi. Il y a 200 personnes qui n'est pas d'accord. Et puis elle refuse le débat. Elle refuse. Et donc le meilleur moyen de ne pas se sentir menacé, c'est de refuser que ça existe et donc de refuser le débat. Donc oui, alors évidemment, c'est pas individuel, mais pour comprendre des mouvements sociologiques, il faut faire des généralités, que ça leur plaise ou non. Non, la gauche incarne le bien, vous le savez, et dès qu'une personne qui ne pense pas comme la gauche est placée à une haute fonction, ça y est, c'est le jour du Seigneur. Ce qui est bien avec les journalistes de l'Aberration, c'est qu'ils sont toujours dans la même veine. Ce sont des journalistes qui pratiquent l'ostracisme, l'intolérance, la diabolisation, qui n'hésitent pas à bidonner leurs articles, comme en témoigne certaines unes où nous expliquaient que des hordes de fascistes étaient en train de déferler dans nos rues. Oui, ils sont capables de tout. On se souvient aussi leur pétition pour défendre ce que j'appelle la petite enfance. Vous vous souvenez du code. Et ce sont des gens qui travaillent pour Rothschild et l'Union européenne. Et en fin de compte, on se rappelle que dans Libération, ils avaient appelé à voter Macron. Tout est dit. Ils nous font le coup. Nous avons le monopole du cœur, mais ils ont surtout le monopole de l'hypocrisie et du cynisme. À tel point d'ailleurs que lorsqu'on a Libé en main, on se pose cette question de cette presse aux ordres. Quoi de faux aujourd'hui ?
Quand on est un journal qui n'a quasiment plus de lecteurs, qui ne vit que de subventions d'État et qui est possédé par la finance internationale par le biais de Rothschild, on fait un petit peu profil bas. Et on sait très bien, avec l'autre journal de propagande, l'E-Monde, qu'ils sont les relais de la sphère démocrate de l'atlantisme. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire leur dernier article sur Donald Trump, j'en parlerai dans un instant. Mais ils sont dans une situation délicate parce que aux USA, on est en train de faire le ménage. On est en train de dénoncer la censure qui a eu lieu pendant la pandémie et qui va à l'encontre de l'amendement numéro 1 de la Constitution américaine, justement, au sujet de la liberté d'expression. J'ai vu un extrait, et je vous le mets dans ma description parce qu'il est absolument fabuleux, sur Fox News, l'interview de Michael Schlumberger, spécialiste justement des dossiers Twitter. Et lorsqu'on lui pose la question sur la censure des réseaux sociaux, eh bien, ce journaliste est stupéfait de l'ampleur de la censure. Et je suis également surpris que l'administration Biden ait été si flagrante, c'est-à-dire qu'ils ont les ordres de censure de cette administration Biden, que défend les journaux L'Aberration ou l'E-Monde. Non seulement en demandant la censure d'histoires vraies sur les effets secondaires des vaccins, mais également, vous le savez, sur la fuite du virus du laboratoire de Wuhan. Vous avez bien entendu, l'administration au grand jour a imposé la censure sur les réseaux sociaux, l'a imposé pour empêcher les citoyens américains de s'exprimer, mais de dire des informations qui étaient véritables. Et pour quelle raison ? Pour ne pas faire d'ombre à l'industrie pharmaceutique. C'est pour cette raison que les deux journalistes en appellent aux élus républicains pour protéger les citoyens américains de cette censure et donc de préserver la liberté d'expression, mais également de poursuivre Joe Biden, parce que c'est un délit aux États-Unis. Eh bien, Joe Biden est dans une situation compliquée suite à l'affaire Devon Archer. Donc, le témoignage de Devon Archer a confirmé que Joe Biden, je vous en avais parlé hier, était la marque que son fils vendait dans le monde entier pour enrichir la famille Biden. Que vendaient les Biden ? Eh bien, du trafic d'influence, bien sûr. Et Joe Biden a exercé plusieurs fois du chantage. Et il s'en est même vanté. Il y a une vidéo où nous voyons Joe Biden se vanter d'avoir chassé le procureur général d'Ukraine qui enquêtait sur son fils, le procureur Shokin. Joe Biden, d'ailleurs, l'appelle fils de plage. Certains, je pense, comprennent le jeu de mots. Eh bien, si vous l'avez compris, n'hésitez pas à l'écrire pour ceux qui ne sont pas anglophones. Voilà, alors je vous montre quelques vignettes de cette vidéo, vous pouvez la regarder dans ma description. Donc, Joe Biden se rend à Kiev où il est là pour une garantie de près d'1 milliard. Si on récapitule très rapidement, donc Joe Biden se rend à Kiev pour donner une garantie de près d'1 milliard, et il fait du chantage à Poroshenko en lui expliquant « Vous n'aurez pas l'argent si vous ne limogez pas le procureur Shokin, celui qui enquête sur la corruption du fils de Joe Biden, Hunter. Hunter Biden travaille pour une société ukrainienne, Burisma, avec un salaire mirifique, essentiellement, d'ailleurs le patron de Burisma s'en est vanté, pour obtenir l'appui de la Maison-Blanche. Trafic d'influence, chantage, nous avons affaire à un camp mafieux. Le seul ennui, c'est que lorsqu'Hunter Biden ou Joe Biden sont accusés, eh bien la justice américaine, la presse aux ordres mainstream, pointe du doigt Donald Trump. Parce que Donald Trump vient d'être inculpé d'avoir voulu modifier le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Là, on a l'impression de rêver. Nous venons d'apprendre que Joe Biden a caché le dossier Hunter Biden pendant des années, qu'il a fait pression, et donc il a fait en sorte que l'élection de 2020 n'ait pas été loyale, puisque les Américains n'ont pas eu accès à ce dossier. Et ils accusent, dans une inversion accusatoire, Donald Trump. Et à chaque fois que les républicains accusent Joe Biden, eh bien, il y a la réponse. Regardez, le 7 juin, lorsque le Congrès a les documents sur Biden, le 8 juin, Jack Smith pointe du doigt Donald Trump sur les dossiers qu'il aurait conservé de la Maison-Blanche dans sa villa de Mar-a-Lago. Le 26 juillet, Hunter Biden
eh bien, va en procès. Hein. Le juge n'accepte pas la négociation. Le 27 juillet, Jack Smith charge encore Donald Trump pour les dossiers qu'il aurait conservés de la Maison-Blanche dans sa villa de Mar-a-Lago. Le 31 juillet, Hunter Biden a contre lui des témoignages, notamment de son ancien associé ami Devon Arshai, montrant que Joe Biden est intervenu dans ses affaires plus de 20 fois. Le 1er août, Jack Smith charge de nouveau Donald Trump, comme quoi il aurait essayé de modifier les résultats de l'élection présidentielle de 2020. De véritables inversions accusatoires qui montrent surtout que la justice est au service de Joe Biden. Mais est-ce que cela pourra durer très longtemps ? Personnellement, je ne crois pas. Allez, sans transition, nous allons ouvrir un autre dossier, le fameux dossier du Niger. Le Canard enchaîné affirme « Macron est furax contre la DGSE dont les agents n'ont pas vu venir le coup d'État au Niger. En plein conseil de défense, le président s'en est pris au grand patron du renseignement. Le Niger après le Mali, ça fait beaucoup. » Comme à son habitude, Emmanuel Macron refuse d'endosser ses responsabilités et se défausse sur les services. Tous les analystes, qu'ils soient de la DGSE ou les spécialistes de l'Afrique, expliquaient que la France était en sursis au Niger. Cela s'est allé même au micro d'André Berkoff dans la bouche de Bernard Lugan, qui a annoncé que nous risquions d'être chassés de cet État. Et personne n'a pris la mesure de ce qui avait été annoncé. Comme l'écrit François Asselineau, ce fut une véritable débandade. Colonna est l'un des ministres des Affaires étrangères les plus nuls de notre histoire. Après avoir crânement annoncé qu'il n'y aurait aucune évacuation des Français au Niger, elle se félicite 48 heures après que l'évacuation a débuté en bon ordre. Entre-temps, notre ambassade a failli être prise d'assaut. Oui, c'est bien Emmanuel Macron qui est responsable de ce désastre. Pour quelle raison ? Certains pourraient me rétorquer que le sentiment anti-français existe en Afrique depuis quelque temps. C'est vrai, mais Emmanuel Macron n'a jamais su renouer le contact avec les chefs d'État africains comme avec les populations africaines. C'est exactement l'inverse. Il a été arrogant, il a humilié de nombreux chefs d'État africains. Et pour ceux qui suivent mes entretiens, les numéros que j'ai faits notamment sur ces différents voyages en Afrique, j'avais toujours titré « La catastrophe ». Et maintenant, il est en train de payer ses mensonges, ses promesses non tenues. À tel point que certains chefs africains n'hésitent pas à l'humilier publiquement en l'appelant petit garçon, le petit Emmanuel Macron, comme le président du Mali. Le président algérien menace la France de représailles, comme le Burkina Faso. Nous sommes dans un tel état de faiblesse. Mais quelle est l'image que retiennent les Africains ? Eh bien, peut-être celle-là, celle de son dernier voyage où à Kinshasa, il s'est montré titubant, buvant des bières en boîte de nuit. Un président ne devrait pas se comporter comme cela. La France est affaiblie parce qu'Emmanuel Macron n'a jamais été capable d'être un chef d'État. Alors, lorsqu'on parle de chef d'État, il y a un président de gauche qui a été un grand chef d'État. Oui, un président de gauche. Allez, je vous le montre. Mais qui est ce gauchias éco-terroriste avec son discours anticapitaliste? Bon, c'est évidemment une plaisanterie, mais Jacques Klosterman rétablit la réalité. Voilà pourquoi le général inventa la voie du milieu avec la participation et l'intéressement. Rappelez-vous qu'à l'époque, les socialistes et les communistes disaient que De Gaulle était un fasciste. La politique, cette immense farce. Hommage au général. Alors, de quoi s'agit-il? Je vous mets le lien dans la description. Écoutez le général De Gaulle qui critique une certaine forme de capitalisme. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux, à m'écrire de gentils messages et je vous souhaite un excellent mercredi 2 août. À bientôt, au revoir.